Premier temps, on va venir vous expliquer un peu ce que c'est que les fonctions Ops en règle générale, parce que du coup, on voit que ces fonctions se développent un petit peu, se multiplient au sein de un peu tous les départements et pas seulement des directions RH. Ensuite, on va venir faire un focus sur les activités et les compétences des People Operations. Ensuite, dans un troisième temps, on va parler un petit peu de l'écosystème dans lequel se développent et dans lequel collaborent les People Operations. Et enfin, on prendra un petit temps pour répondre à vos questions et pour ouvrir un petit peu le sujet en fin de session. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. T'as enlevé mon micro ? Ok. Alors, du coup, pour commencer sur les fonctions Ops, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par le mot Ops, donc Operations? Quand est-ce qu'on peut mobiliser ce type de fonction? Et puis, quelles sont les compétences des fonctions Ops? Alors, comme je vous le disais, il y a des Ops qui existent dans un peu tous les départements. Ça peut être dans les départements Sales, Produits, RH, Marketing, un peu partout. Et donc là, on vous a donné 3 exemples de types d'activités qu'ils peuvent mener. Donc, par exemple, un Sales Ops, ça va être rattaché au département Sales. Et voilà, il va aider, il va optimiser les outils et les ressources des commerciaux pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs ventes. Le Product Ops, lui, il va par exemple optimiser l'organisation et les modes de collaboration, donc les rituels d'équipe, etc., des équipes produits, donc des développeurs, des UX designers, etc. Et nos People Ops, eux, ils vont travailler principalement sur l'optimisation de l'expérience employée en agissant sur la culture d'entreprise, l'organisation des équipes et les processus RH, l'onboarding, le recrutement, l'évaluation, etc., etc. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces Ops? En fait, ils ont une mission en commun qui est l'enablement, donc en anglais. En français, on traduirait ça par habilitation. L'idée, c'est vraiment de faciliter en fait le travail des équipes qu'ils supportent. Donc, en fait, on va venir faire la distinction entre le build et le run. Donc, le build, ça va être vraiment l'optimisation des processus métiers le build, ça va être du coup la tâche des fonctions Ops qui vont venir optimiser les processus métiers que les fonctions non Ops vont venir déployer dans leur quotidien. Et donc, pourquoi est-ce que ces fonctions Ops se démultiplient comme ça? Parce qu'en fait, on se rend vraiment compte que plus on a un système qui est optimisé avec des interactions qui fonctionnent bien, plus on va avoir des équipes qui vont être performantes. Donc, on a un statisticien qui a découvert que le système dans lequel les gens travaillent et la manière dont ils interagissent détermine 90 à 95% de leur performance. Et donc, quand est-ce qu'il va être intéressant de mobiliser ces fonctions? Ça va être soit lorsqu'on va venir créer un département, donc pour vraiment venir définir des processus qui vont être efficients et des outils qui vont bien. Soit ça va être parce qu'il y a un changement majeur sur une équipe qui est déjà en place. Donc, un vrai projet structurant, comme par exemple la migration vers un nouvel outil, où là, on va vouloir vraiment déployer les bonnes fonctionnalités, celles qui vont bien coller aux besoins des équipes métiers, et également favoriser l'adoption de ce nouvel outil par les équipes métiers. Donc, il y a aussi une partie de change management, on le verra dans un instant. Ou bien, ça peut être aussi de manière continue. En fait, à partir du moment où les équipes métiers n'ont plus la bande passante pour consacrer du temps au build, c'est bien de développer, de mettre en place une équipe qui va être dédiée au build là pour soulager les équipes sur leurs activités de run. Exactement. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, vu que c'est un métier un petit peu différent, on va avoir des gens qui sont là pour optimiser. On va avoir besoin de compétences qui sont quand même nouvelles, un peu particulières, qu'on retrouve en fait dans des métiers qui se rapprochent de la chefferie de projet, des consultants et des personnes qui sont là pour mettre en place de nouveaux projets. Là-dedans, on a ciblé 4 compétences qui sont communes à tous les ops. La première, c'est au niveau de l'organisation et des process design.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement définir des nouveaux modèles d'organisation d'un département RH pour que ça fonctionne mieux, ou alors d'une équipe sales pour qu'elle fonctionne mieux aussi, ou qu'elle fonctionne mieux avec une équipe marketing. On va pouvoir aussi mapper des compétences. Donc, si on a envie d'optimiser la manière dont on peut parler des sales, bon, évidemment, on va parler beaucoup de la fonction plutôt RH et des people. Si on a envie de mapper les compétences dans une organisation pour savoir qu'est-ce qu'il faut développer ou alors qu'est-ce qui nous manque comme compétence, c'est une compétence un peu particulière. Dans ce cas-là, c'est important d'avoir un savoir-faire nouveau. Aussi, la formalisation de processus. S'il y a des processus qui sont compliqués, je pense, j'imagine, par exemple, la mobilité de carrière ou alors créer des parcours fast-track, etc. Dans ce cas-là, il faut pouvoir les formaliser pour que ce soit compris par toutes les parties prenantes, à la fois les talents, les managers, les HRBP, la direction, etc. Il y a une autre compétence qui est extrêmement importante, c'est le change management. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'Ops est là pour optimiser le travail, il va y avoir des changements qui doivent être apportés. Donc, ça veut dire qu'il faut souvent embarquer les managers, les équipes, il faut leur faire comprendre qu'il faut changer un peu de réflexe. Il faut souvent aussi organiser des ateliers pour co-construire. Parce que l'idée, c'est que l'Ops n'a pas le savoir sur tout. Il va plutôt réunir, on va le voir tout à l'heure, les parties prenantes pour vraiment prendre un peu les attentes de chacun et après définir quelque chose. Donc, c'est vraiment hyper important comme compétence. Et il y en a deux autres, la data et automation, on l'a appelé comme ça. Et c'est concrètement tout ce qui est paramétrage des outils, tout ce qui est benchmark des outils, tout ce qui est optimisation de ces outils. Pour les sales ops, par exemple, on va optimiser le CRM pour qu'il y ait moins de reporting à faire. Et côté people ops, ça va être, par exemple, d'optimiser un SIRH pour qu'il colle vraiment au parcours candidat ou aux mobilités de carrière, etc. Enfin, le dernier qui est très important, on va illustrer après, mais le marketing et la communication, c'est ce qui va permettre aux ops de brander un peu leur programme en interne. Souvent, on entend des DRH avec lesquels on a parlé qui nous disent oui, mais en fait, les équipes, les collaborateurs ne savent pas exactement sur quoi on travaille. Pourtant, on travaille comme des fous pour leur proposer une meilleure expérience, mais ils ne le savent pas forcément. Donc là, l'idée, c'est créer un programme et de le brander, animer une communication autour de ce programme. Par exemple, j'imagine un programme fast track pour permettre à des super talents de monter dans les échelons plus rapidement. C'est important de pouvoir le brander en interne et c'est important de pouvoir le brander en externe. Évidemment, pour chacune de ces fonctions Ops, il faut avoir une compréhension très fine des enjeux métiers. Donc, si on va travailler avec des recruteurs, il faut limite être recruteur avant. Si on va travailler avec des sales, il faut mieux être sales avant. On parlait aussi de product ops. Donc, c'est des personnes qui optimisent le travail dans les directions digitales. Et c'est bien d'avoir été développeur ou product manager avant parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir la crédibilité et aussi cette finesse pour proposer des nouvelles solutions. On ne l'a pas précisé, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat. On a Sophie qui pose la question, tu parlais d'un programme fast, quoi? Par exemple, un programme fast track. Donc, les programmes fast track, c'est des programmes qui sont assez connus dans des cabinets de conseil. On peut l'assimiler au graduate programme. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes règles. Graduate programme, c'est généralement quand on vient d'être diplômé. Fast track, ça va plutôt être quand ça peut être actionné à n'importe quel moment. Et c'est vraiment pour garder les meilleurs collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut les identifier, leur proposer un programme où ils vont pouvoir aller voir plusieurs départements assez rapidement dans l'organisation et du coup devenir manager relativement rapidement. C'est généralement le Graal pour les jeunes consultants qui sont dans des cabinets de conseil, mais on le retrouve aussi dans tout type d'entreprise. Est-ce que ça a répondu à ta question, Sophie? Ah, top, merci. Voilà. Donc ça, c'est un programme fast track, juste une petite parenthèse là-dessus. Ça a besoin d'être designé, ça a besoin d'être brandé, on a besoin que les managers soient embarqués, on a besoin d'avoir le go de la direction, on a besoin que les RH aussi partagent leurs insights pour que ce soit vraiment pertinent. Donc ça, c'est quelque chose qui se design, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est justement à ça que servent les ops, c'est d'avoir une équipe qui peut gérer tous ces gros projets qui vont faire la différence en termes d'expérience employée, en termes d'engagement et en termes d'attractivité.
Et justement, là, on va se concentrer sur les People Ops, même si on vous en a un petit peu parlé, mais c'est on va avoir plusieurs éléments. Les origines du People Operation, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, vous allez le voir. Les activités, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en tant que People Ops? Quel est le périmètre des People Ops et pourquoi les mobiliser? Alors, ça, c'est une histoire qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est pour ça qu'on a monté Aigo. On a découvert à travers de nos lectures, notamment avec le livre Work Rules et un autre livre qui s'appelle How Google Works, qu'on a découvert un peu l'histoire de Google. En achetant le livre How Google Works, d'ailleurs, je pensais que ça allait parler de stratégie business, de stratégie marketing, de stratégie IT, etc. Et que ça ne parlait que de stratégie RH. Et c'était quand même écrit, en l'occurrence, par l'ancien CEO de Google et l'ancien directeur du business développement de Google. Donc des gens qui sont quand même très business. Il y a plusieurs choses qu'on a compris et qui nous ont donné envie de lancer Aigo pour démocratiser le PeopleOps. Déjà, il y avait une ambition extrêmement forte. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte chez Google, mais il y avait directement une ambition de devenir un géant de la tech et directement une vision, une mission qui était incroyable, c'était d'organiser toute l'information dans le monde et de la rendre accessible et utile. Donc, vaste programme. Et il y avait aussi à côté de ça un mandat RH extrêmement fort. Alors, en fait, ils ont compris que leur ambition business, elle devait être nourrie, elle devait être soutenue par une stratégie RH très ambitieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont reposé leur succès sur deux choses. Le premier, c'est qu'ils se sont dit, on a envie de recruter les meilleurs en continu. Et on sait qu'ils l'ont fait, parce qu'ils recrutaient même des gens qui étaient très forts, même s'ils n'avaient pas de poste, parce qu'ils voulaient vraiment les avoir. Et ils voulaient créer un environnement qui allait faciliter la collaboration et la création de valeur. On sait aussi qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont pu sortir énormément d'outils qu'on utilise aujourd'hui. Et du coup, c'est eux qui ont créé la première équipe PeopleOps. Laszlo, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que les RH n'avaient pas forcément le bon mandat pour pouvoir impacter sur l'expérience. Ils avaient le bon mandat pour pouvoir gérer les talents et les amener d'un point A à un point B, mais pas forcément développer des nouveaux programmes complètement fous dont je vais vous parler après. Donc, ils ont créé une équipe pluridisciplinaire et une équipe dédiée à l'expérience employée. Et dans pluridisciplinaire, c'est assez incroyable parce que dans une interview qui est sur YouTube de Laszlo Blog par le cabinet BCG, il explique que lui, il a fait très attention à avoir dans son équipe 30% de RH, 30% de consultants, alors c'était consultants en stratégie parce que lui, il vient de boîte de consulting en stratégie, mais en gros, 30% de profils vraiment chef de projet consultant et 30% d'experts. Ça pouvait être en marketing, en data, etc. Et c'est parce qu'il y avait une équipe pluridisciplinaire que quand il y avait un problème qui arrivait à leur table, ils pouvaient le répondre avec des prismes différents et du coup avec un impact énorme. Et les résultats, ils ont été incroyables. Bon, ils ont été reconnus numéro 1 pendant plus de 10 ans et maintenant, ils sont clairement dans le top 5 des boîtes qui proposent la meilleure expérience employée. Ils réussissent à gérer 1 million de candidats qui envoient leur CV par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut être hyper bon en marque employeur, mais aussi il faut être hyper bon au niveau des process qui suivent. Et après, plein d'autres choses. Grâce à cette équipe-là, ils ont lancé plein de programmes inconnus. Le programme des 20% où les développeurs avaient 20% de temps dédié pour travailler sur des projets internes. Les OKR, etc., etc. Ils ont créé leur propre outil de cooptation. Ils ont vraiment innové dans la gestion du workplace. C'est eux les premiers qui ont fait des cantines gratuites et absolument incroyables, des crèches à côté dans les bureaux, des laveries, etc. Mais tout ça, c'était pour designer une super expérience employée. Donc, ça vient de là, le PeopleOps, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important à nos yeux. Si on va plus concrètement, pourquoi on pense que c'est vraiment utile aujourd'hui dans les organisations? Donc, à gauche, vous avez des verbatims qu'on entend souvent quand on discute avec nos partenaires, nos amis, nos clients PRH. Et à droite, vous avez les activités des PeopleOps qui peuvent répondre à ces enjeux-là. Donc, dites-nous si vous vous y retrouvez dans ces verbatims. Donc, le premier, je suis sous l'eau, on me demande de gérer les carrières des collaborateurs, une partie du recrutement, et en plus, je dois définir des nouveaux plans de carrière. Ça fait beaucoup de choses. Donc là, en fait, l'équipe PeopleOps, ça va être là pour créer ces nouveaux plans de carrière en les co-construisant avec les parties prenantes, les RH, les collaborateurs, les managers, etc. Autre chose, en tant que DRH, je n'ai pas forcément les bons KPI à ma disposition pour piloter mon activité.
Et d'ailleurs, en plus, mes équipes se plaignent des outils RH qu'on utilise. Les PeopleOps sont justement là pour optimiser le SIRH, pour proposer une meilleure expérience et aussi pour créer des dashboards avec les bons KPI qui vont aider le ou la DRH au pilotage de son activité. Enfin, on a mis en place un nouvel onboarding, mais les managers refusent de l'utiliser. Et là, l'objectif du PeopleOps, ça va être d'aller un peu plus loin, c'est de co-construire l'onboarding et surtout de créer un kit de formation pour que vraiment les managers comprennent comment l'utiliser. C'est un peu comme la différence entre j'utilise souvent ce parallèle-là, entre une bonne application bancaire et une mauvaise application bancaire. Avant, j'étais au CIC quand les applications se sont lancées. Et en fait, il y avait toutes les bonnes fonctionnalités, mais je ne comprenais rien à l'application. Je ne comprenais rien, vraiment. Et du coup, les conseillers du CIC pouvaient dire, mais si, vous pouvez vous connecter, vous pouvez télécharger votre RIB, mais en fait, je ne savais pas exactement comment c'était. À côté de ça, on a pu développer des applications où tout est hyper fluide. C'est un peu pareil. Quand vous proposez un nouveau process, il faut être capable de le simplifier, de l'expliquer de manière extrêmement claire pour que, en tant que manager, où j'ai tous mes soucis, je dois développer mon activité, gérer mes équipes, etc. Il y a un kit hyper simple où on explique voici le nouveau processus d'onboarding, voici pourquoi c'est important, voici quel va être votre rôle, et que tout soit un petit peu automatisé. Donc, c'est ça, des exemples d'activités vraiment importantes. Donc, concrètement, on a parlé carrière, on a parlé onboarding. Nous, notre objectif, c'est de modéliser un peu ce périmètre des PeopleOps. Et du coup, voici l'ensemble des initiatives sur lesquelles, en tant que PeopleOps, je vais pouvoir travailler. Vous voyez, à gauche, il y a 4 grands piliers. Donc, les fondations de l'entreprise, la stratégie de talent acquisition, l'animation aussi de ces talents. Donc, c'est le côté, je crée un environnement qui va favoriser la collaboration. Et évidemment, la partie carrière développement. Et on le voit à l'intérieur, je vous laisse le temps de lire un petit peu, qu'en tant que PeopleOps, je peux aider à définir la vision, la mission, les valeurs d'une entreprise ou d'une équipe. Je peux travailler sur le design d'organisation, je peux aider à revoir les comportements managériaux. Mais si on va en bas, sur la dernière ligne, je peux redéfinir un petit peu les critères de performance et de croissance des équipes. Je peux repenser la stratégie de développement ou la stratégie de rémunération, etc. Alors, vous allez pouvoir me dire, oui, mais c'est aussi un périmètre qui ont déjà les RH. Alors, pour certaines initiatives, c'est exactement le cas. Donc, par exemple, la partie carrière, la partie comp&ben, etc. Il y a d'autres initiatives qui sont un peu nouvelles, entre guillemets, la partie rituel et cérémonie, feedback culture, donc c'est la 3e ligne. Généralement, c'est des choses qui sont plutôt demandées à au COO, en fait. Mais là, l'idée, c'est PeopleOps, c'est vraiment un mélange, en fait, entre direction RH et direction des opérations. Et on va le voir après, c'est dans la manière de construire, par exemple, des plans de carrière, dans la manière de construire une stratégie de rémunération, etc., que ça va être différent. Et on va le faire par itération et centré sur notre utilisateur. Aujourd'hui, notre utilisateur, ça va surtout être les employés et les managers. Je vois que Nadia est en train d'écrire quelque chose. Yes. Le PeopleOps va pouvoir intervenir sur toute la partie événementiel RH et la QVT. Alors, qu'est-ce que tu appelles événementiel RH, juste pour être sûr? Et au niveau de la qualité de vie au travail, effectivement, alors chacune de ces briques, nous, on ne l'a pas découpé comme ça, mais effectivement, on va parler de qualité de vie au travail. On préfère, nous, parler d'expérience employée et d'engagement, parce que parfois, on peut proposer une super qualité de vie au travail, des beaux locaux. Alors, il y a une initiative Workplace Design sur la 3e ligne et dernière colonne. Ça peut être des feedbacks 360, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est que pour les talents, c'est d'avoir une bonne expérience, mais c'est aussi que l'organisation soit efficace. Ce qui va faire que quelqu'un va rester. On a eu les exemples dans des grands groupes, notamment avec des profils digitaux, qui disent écoutez, c'est génial, on a des super locaux, les managers sont top, etc. Le problème, c'est que dès qu'on veut faire une décision, on doit valider avec toute la hiérarchie. Il y a 14 validations à faire. J'exagère un tout petit peu, mais en gros, c'est ça. Ou alors, le problème, c'est qu'on a une super qualité de vie au travail, mais l'outil sur lequel on bosse, c'est pas possible. Il est vraiment nul, on ne comprend rien. Il nous faut 3 heures de reporting, etc. Donc, au-delà de la qualité de vie au travail, on a envie d'aller un
un cran un tout petit peu plus loin. Parce qu'en fait, ce qui va faire rester les top talents, ça va être l'agilité de l'organisation, la fluidité des outils aussi, etc. Et alors, tu disais, il y a de plus en plus d'entreprises en TW, je ne sais pas exactement ce que c'est, avec pas mal de team building organisés pour réunir les équipes tout au long de l'année. Exactement. Ah oui, voilà. Donc, effectivement, les People Ops, ça va être aussi des experts pour organiser des séminaires, organiser des ateliers qui vont donner envie à tout le monde de se bouger. Ça va être des facilitateurs. C'est pour ça qu'en fait, c'était d'ailleurs mon métier avant. Je travaillais plutôt dans la transformation agile des organisations. C'était le cas aussi d'Héloïse. Tu travaillais chez Webstone en tant que consultante, notamment, et dans un autre cabinet. Et en fait, effectivement, d'avoir la compétence pour animer des ateliers, créer des discussions, faciliter les discussions, c'est une compétence qui est géniale et que le PeopleOps doit avoir. Et si je peux me permettre, sur la partie team building, en fait, c'est inclus dans notre initiative qui, donc sur la première ligne, Hybrid Work Culture, donc qui appartient à Corporate Foundations. Et c'est vraiment cette idée-là de créer une culture qui favorise le travail hybride. Et ça va passer par le maintien du lien social à distance et donc effectivement l'organisation d'événements de team building, pour répondre à ta question. Exactement. Et en plus, il y a le côté aussi, il faut savoir créer et animer un séminaire, mais il faut aussi potentiellement savoir créer un modèle pour que tous les managers après, ou toutes les personnes qui ont envie, puissent animer ce type de séminaire. Donc, ça veut dire des guidelines, des outils, et on va vraiment organiser tout ça. Voilà, et il y a Morgane dans l'équipe aussi qui suit et qui répond à l'écrit. En tout cas, merci Nadia pour tes questions, hyper intéressant, n'hésite pas. Et du coup, je reprends la main. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place des People Operations ? La réponse, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de changements et que les People Operations sont là pour optimiser l'expérience collaborateur en continu. Alors, déjà, pourquoi est-ce que l'expérience collaborateur, elle doit être soignée ? Parce qu'on a des attentes des employés qui sont grandissantes par rapport à leur employeur, que ce soit en termes d'engagement RSE, d'égalité hommes-femmes, de diversité, inclusion, etc. Et puis, on a également des aspirations des travailleurs qui évoluent avec le temps, avec la société. Donc, voilà, on voit qu'il y a une grosse recherche en ce moment, ce qu'on appelle la quête de sens. Il y a eu un grand phénomène de démission généralisée après le Covid. On a un besoin justement de plus de flexibilité. On parle de semaines de 4 jours, etc., etc. Donc, il faut constamment en fait se poser les questions de quelles sont les attentes des employés. Justement, Nadia parlait de QVT tout à l'heure, mais on va organiser très souvent en fait des questionnaires, des pulse surveys, etc. pour essayer de comprendre les attentes et pour constamment mettre en place des choses qui matchent les attentes des employés. Et puis de l'autre côté, on a un environnement autour des entreprises qui bouge sans cesse. On a un cadre légal évidemment qui évolue, on a une conjoncture économique qui évolue, on a un environnement technologique, donc des technologies, des innovations qui font que les outils des entreprises vont évoluer. Et donc, du coup, les entreprises, elles doivent constamment s'adapter. Je vous apprends rien, la stratégie d'entreprise évolue, l'organisation des équipes, les compétences que les équipes ont besoin, dont les équipes ont besoin, évoluent également. Et donc, du coup, non seulement on a une expérience collaborateur qui doit être soignée, mais en plus qui doit être optimisée en continu. Et on se rend compte que c'est vraiment les entreprises qui vont y accorder le plus d'attention, qui vont réussir à attirer et fidéliser les meilleurs talents. Et évidemment, c'est vraiment ces talents dont elles ont besoin pour être performants. Et donc là, je vous donne un petit exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc en fait, pendant le Covid, on a le télétravail qui s'est généralisé à absolument toutes les entreprises. Ça existait déjà avant, mais c'était mineur. Et là, on peut même on peut dire que le télétravail s'est imposé. Et donc, c'est les RH qui ont très souvent pris à bras-le-corps ces sujets-là. Et elles ont dû, du coup, naviguer entre, d'un côté, les contraintes légales, donc ce que dit la loi sur le télétravail, les contraintes réglementaires, ce que dit les règlements d'entreprise sur le télétravail,
mais également les contraintes sanitaires. Et là, on sait que ça a évolué sans cesse, donc en termes de distanciation physique, en termes de vaccins, etc. Les contraintes technologiques, bien entendu, VPN, pas VPN, il y avait des entreprises qui étaient incapables de faire travailler leurs collaborateurs à distance, qui n'étaient pas du tout équipés pour. Et puis, les besoins des équipes, on parlait tout à l'heure de maintien du lien social. Évidemment, des collaborateurs qui se retrouvent d'un seul coup à distance, dispatchés avec en plus voilà, un contexte pas hyper joyeux. Évidemment, elles ont des besoins en termes de bien-être. Elles ont des besoins d'être outillées pour pouvoir collaborer de manière efficace à distance, réapprendre à organiser son temps de travail, etc., etc. Et puis, on avait également des gros besoins de la part du management qui n'était pas habitué en fait à encadrer des équipes à distance. Et en fait, ça change quand même pas mal de choses. Et donc, on voit que ce sont les RH en fait qui ont dû naviguer entre toutes ces contraintes-là, qui ont dû embarquer à la fois les équipes juridiques, les équipes du facility management, les équipes de l'IT, etc., pour résoudre tout ça dans l'urgence, pour venir avec une politique de télétravail qui satisfasse un peu l'ensemble de ces contraintes-là. Et donc, il y a eu pas mal d'allers-retours. Ça s'est fait plus ou moins bien selon les entreprises. En tout cas, ça s'est fait. Mais on se dit que voilà, ça aurait pu être fait encore mieux si ces équipes RH, elles avaient en interne des compétences sur ces différents sujets-là, que ce soit légal, IT, workplace, etc. Elles auraient pu éviter pas mal d'allers-retours et pas mal de tâtonnements si elles comprenaient bien, si elles étaient organisées en people operations avec des personnes qui comprennent un peu les contraintes et le langage de chacun de ces métiers-là pour pouvoir designer quelque chose d'hyper efficace. Et puis, on a également l'exemple du coup de l'onboarding. Là, c'est un peu la même chose. Je passe rapidement. L'idée est vraiment la même. C'est vraiment essayer de faire converger les besoins et les intérêts de pas mal de disciplines différentes. Donc, voilà, quand on design un parcours d'onboarding, il faut déjà bien comprendre quelles sont les spécificités du métier sur lequel on veut faire monter en compétences les nouveaux arrivants. Et puis, quelles sont les compétences plus transverses et génériques qui concernent un peu toutes les équipes et qui sont communes. Donc, ça va être les valeurs d'entreprise, l'histoire de l'entreprise, les politiques RH, etc. Donc, où est-ce qu'on s'arrête entre le général et le spécifique? Et puis, une fois qu'on a fait le distinguo entre ces contenus-là, il va falloir embarquer l'IT pour se doter du bon ordinateur, du bon badge, l'admin pour mettre au courant la paye, etc. Se poser la question de qu'est-ce qu'on peut, sur tous ces contenus-là qu'on a définis, mettre à disposition des nouveaux arrivants, donc sur une plateforme de knowledge management pour qu'ils puissent réaliser au moins une partie de son onboarding en autonomie. Il y a aussi une partie de son onboarding qui peut faire accompagné des membres de son équipe, donc là avec une formation, etc. Et puis, il y a tout l'aspect communication, puisqu'on va venir, Ulysse l'évoquait tout à l'heure, développer des petits kits, des choses visuelles sympas qui donnent envie d'être lues, puisque c'est souvent beaucoup d'infos. Et donc, on va venir mobiliser l'ensemble de ces compétences-là. Et encore une fois, si on fait plein d'allers-retours, c'est absolument pas efficient. C'est faisable, mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir ces compétences en interne. Donc là, on a Adèle qui nous dit « mais j'ai pas du tout le temps pour ça ». Donc voilà, ça, c'est une équipe, une DRH lambda qui se dirait « mais je pourrais pas aller si loin pour faire un parcours d'onboarding vraiment au top qui corresponde aux attentes de tout le monde ». On est désolé, les GIFs ne fonctionnent pas parce qu'on a téléchargé au format PDF un peu au dernier moment, malheureusement. Mais voilà l'idée. Je te laisse peut-être, Ulysse, présenter l'écosystème, l'environnement dans lequel vivent et interagissent les People Operations. Ouais. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. C'était que effectivement, en fait, quand on n'a pas d'équipe dédiée à cette expérience employée ou dédiée à l'optimisation, en fait, on se débrouille sans. Et ça marche. Ça veut dire que le processus d'onboarding, on n'a pas besoin d'avoir une équipe PeopleOps pour définir un processus d'onboarding.
Par contre, pour définir un processus d'onboarding qui est vraiment canon, on va prendre le temps de mesurer ce qui marche pas, l'améliorer en continu. C'est là où c'est bien d'avoir une équipe ou en fonction de la taille, une personne qui va vraiment pas être sur le run, donc ça va pas être sur la gestion de carrière tout le temps, mais qui va vraiment être là en disant voilà, il y a 3-4 processus vraiment importants qu'il faut que je suive, et il y en a 2 qu'il faut que je crée cette année. Et bah, voilà, j'ai toute ma semaine dédiée à ça, et du coup, je deviens expert sur ce sujet-là, et c'est moi qu'on va venir chercher sur ce sujet-là. Mais effectivement, alors je n'ai pas introduit, désolé, l'écosystème PeopleOps, on va voir comment ils interagissent avec les différents départements. Ce sont des exemples, évidemment, ça dépend des organisations. On va vous partager un exemple d'organisation chez nos amis de partout. On va vous partager les grands principes du PeopleOps, en fait, parce qu'on va voir que peu importe le modèle d'organisation, c'est plutôt les grands principes qui sont importants. Et après, on va vous montrer une méthodologie qu'on met en place, nous, chez nos clients, et qu'on recommande fortement pour vraiment arriver à créer et designer votre processus qui va être top. Donc, la première chose, alors là, comme tout modèle d'organisation, il faut déjà qu'on se pose et qu'on comprenne. Donc là, le carré, le rectangle avec la ligne pointillée violette, ça va être la direction RH, le département RH. Donc là-dedans, on a fait des hypothèses. On s'est dit qu'il allait y avoir 4 équipes. Il peut y en avoir 5. On peut imaginer une équipe formation aussi, peu importe. En haut, marketing digital, ça va être 2 autres départements. Donc le département marketing, le département digital. Et à gauche, il va y avoir en gros le CODIR, le COMEX, peu importe comment on l'appelle. On va voir en fait que les PeopleOps, ils vont pouvoir faire 3 grandes choses. Alors, on a mis 3 exemples, mais ça peut être plus. Soit ils vont pouvoir organiser des séminaires ou des ateliers de co-construction. Soit ils vont pouvoir créer et partager des kits de bonnes pratiques. Donc, c'est-à-dire créer des process et créer un kit de bonnes pratiques. Soit ils vont pouvoir implémenter ou optimiser des outils digitaux pour faciliter le pilotage. Donc, exemple, ils vont travailler avec le marketing et avec le digital. Le marketing, par exemple, c'est pour organiser un séminaire pour permettre à l'équipe marketing de repenser sa mission. C'est difficile pour les équipes marketing de le faire parce qu'ils sont un peu dans le run. Quand ils organisent un séminaire, ça peut être un peu flou, etc. Maintenant, ils peuvent aller voir le PeopleOps qui va pouvoir les aider là-dessus. Pareil pour le département digital, ils vont pouvoir potentiellement partager un kit de bonnes pratiques pour mieux onboarder les profils tech ou alors un kit de bonnes pratiques pour mieux utiliser les nouveaux parcours de carrière ou les nouveaux rituels à mettre en place. Côté HRBP, ils vont pouvoir aussi potentiellement travailler comme si les HRBP étaient leurs clients, comme si l'équipe de recrutement était leurs clients. Donc, pareil, un exemple, pour les HRBP, ils vont pouvoir implémenter un nouvel outil pour mieux suivre les évolutions de carrière. Et côté recruteur, ils peuvent potentiellement partager des bonnes pratiques sur l'utilisation d'un ATS. Ça, vous allez me dire, mais oui, mais c'est les recruteurs qui devraient faire ça. Alors, effectivement, mais si on prend l'exemple des recruteurs, les recruteurs, en fait, ils ont un enjeu de recruter. Ils ont un enjeu de suivre leurs équipes, enfin leurs candidats, etc. Donc, potentiellement, dans cette équipe PeopleOps, il peut y avoir un profil recruteur qui va être là vraiment pour améliorer l'expérience candidat, améliorer l'efficacité du process, etc., etc. Et évidemment, il peut y avoir d'autres exemples pour la paie et l'admin ou alors même les directeurs, directrices, aider la direction à mieux définir sa vision, sa mission, etc. Ça peut être quelque chose qui est fait par les PeopleOps. En fait, aujourd'hui, qui va aider la direction à revoir sa vision et sa mission? C'est soit des consultants externes pour des grands groupes, généralement, ou des consultants internes d'ailleurs, soit des profils chief of staff, qui sont un peu des méga bras droits de la direction. En fait, ça pourrait être quelque chose qui est pris aussi par les PeopleOps. On partage beaucoup d'infos, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se fera un plaisir d'y répondre. Évidemment, ce n'est que des exemples. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle tout à l'heure avec un peu les sales ops, on peut imaginer marketing ops, c'est possible. S'il y a une équipe marketing ops, les PeopleOps ne vont pas travailler avec le marketing. En fait, ils sont là vraiment pour des questions d'optimisation et d'efficacité des process et de l'expérience. Un exemple avec Partout.
Oui, donc on a choisi l'exemple de Partout. Alors, juste pour vous replanter un petit peu le décor, Partout, c'est une entreprise française. C'est une SaaS B2B qui développe une plateforme tout en un pour aider les entreprises locales à gagner en visibilité auprès de leurs clients, se rapprocher de leurs clients. Et donc, c'est une scale-up qui croît de manière assez rapide. Aujourd'hui, au sein de l'équipe RH, donc ils sont 450 employés en tout, et aujourd'hui, au sein de l'équipe RH, ils sont 18 personnes. Donc, il y a pas mal de recruteurs donc dans la partie talent acquisition. On va pas je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que moi, ce dont je veux vous parler, c'est surtout des HR operations. Donc, on voit que chez Partout, le People Ops, ils ont appelé ça en fait du HR operations. Peu importe, il n'y a pas de bon titre. Pourquoi pas. Et donc, j'ai choisi Partout parce qu'en fait, c'est un très bon exemple qui illustre le fait qu'aujourd'hui, le People Operations est en train de se développer en France, mais c'est vraiment le début. Donc voilà, c'est hyper généralisé en Amérique du Nord, etc. Mais notamment chez Partout, c'est vraiment le début. Aujourd'hui, ce que font les HR Operations, chez Partout, ça va être surtout de l'admin, du légal et de la paye. L'objectif à moyen terme, c'est pour eux d'automatiser ces tâches pour devenir un espèce de cabinet de conseil interne au service des autres services RH de la DRH. Et donc, ils vont en fait faire deux choses. Ils vont venir optimiser les processus et bien les outiller, d'une part. Et d'autre part, ils vont venir collecter de la data et faire du coup de l'analyse de données RH pour identifier quels sont les enjeux aujourd'hui au sein des différentes équipes de Partout, prioriser différents chantiers. Et donc, en fait, eux, ils vont mettre en évidence les sujets sur lesquels il faut travailler et en parler du coup aux autres équipes RH, et notamment le troisième pôle qui est le pôle People Experience. Donc, dans le pôle People Experience, il y a grosso modo des HRBP qui sont là pour accompagner les collaborateurs et les managers sur leurs problématiques au quotidien. Et ces HRBP, ils ont également une casquette projet sur tout ce qui va concerner l'évolution de carrière, l'évaluation de la performance et puis la formation. Donc voilà, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de la pub à Clément, donc, qui m'a expliqué un peu dans le détail cet organigramme. Donc Clément, qui travaille aujourd'hui au sein du pôle People Experience, il recherche une personne pour rejoindre son équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à lui adresser ses candidatures. Clément Lemain, qui s'appelle. Et voilà, donc cet organigramme, il n'est pas complètement à jour, mais en tout cas, le message clé, c'est ça. Voilà, simplement, en fait, il n'y a pas un unique modèle d'organisation pour intégrer des People Operations au sein d'une DRH. Chez Partout, il y a une équipe de People Ops, donc on appelle HR Ops, à part entière. Parfois, cette équipe-là, elle peut être aussi intégrée au sein de l'équipe People Experience. Je l'ai déjà vu notamment chez Conto. On a par exemple aussi, je crois que chez Alan, ils ont carrément des Talent Ops qui vont être dédiés à l'équipe Talent Acquisition. Donc en fait, peu importe, l'idée c'est vraiment le mindset, donc l'esprit de se dire on est là pour optimiser les processus, les outils, les organisations pour que les équipes qui sont sur le run puissent être vraiment performantes. Exactement. Et du coup, si vous voulez mettre en place une équipe comme ça, avant de définir votre modèle d'organisation qui vous correspondra, l'important, c'est d'avoir en tête ces grands principes. Alors, pour ceux qui sont passés par l'agilité, on s'est un peu inspiré de ça. Parce qu'il y a 4 grands principes et après, il y a plusieurs méthodes d'agile. Là, c'est pareil, il y a 4 grands principes et après, il y a plusieurs façons de fonctionner. L'important, c'est d'avoir en tête d'avoir une équipe dédiée. Alors, la transition, ça peut être, je donne 50% de mon temps à une personne dans mon équipe Talent Acquisition ou une personne dans mon équipe HRBP pour gérer ces process-là. Mais le mieux, c'est presque d'avoir
du coup, de prendre cette personne en talent acquisition, de prendre cette personne en HRBP et de leur dire, OK, aujourd'hui, vous êtes à 100% sur l'optimisation des process. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme grand principe, cette équipe? Elle va déjà avoir un double focus expérience employée et efficacité de l'organisation. Important, idéalement, elle va avoir un impact sur le système et pas sur la carrière des individus. Pourquoi? Parce que du coup, quand on va les voir avec une casquette de PeopleOps, on sait que ce n'est pas la personne qui va valider ou pas le fait que je monte en grade, ou alors qui va valider ou pas ma période d'essai, ou qui va valider ou pas ma rupture conventionnelle, etc. C'est vraiment des personnes qui sont identifiées, marketées comme personnes qui vont juste optimiser ma vie, en fait. Enfin, ma vie en entreprise. Donc, c'est important d'avoir un impact sur le système et pas sur les individus. L'autre chose, comme on vous l'a dit, c'est d'avoir une équipe transverse et multi-compétences. Donc, c'est difficile d'accompagner une équipe Talent Acquisition s'il n'y a pas au moins dans l'équipe PeopleOps une personne qui a fait du recrutement. Mais en même temps, si c'est important d'avoir, notamment pour des grands groupes où il y a beaucoup de données, c'est important d'avoir quelqu'un qui sache un petit peu travailler avec un SIRH, qui sache potentiellement traiter de la donnée, etc. Évidemment, ça dépend de votre contexte. Et enfin, ce qui est vraiment important à nos yeux, c'est de travailler par itération à partir des utilisateurs. Dans l'agilité de l'environnement dans lequel je viens, après il y a quelqu'un dans le chat qui a dit quelque chose, on va voir ce que c'est. On a vu une grande différence dans la qualité de l'expérience client en fait, qu'on proposait. Pourquoi? Parce qu'on mettait le client au centre. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, être user-centric, customer-centric, etc. Alors, c'est un très beau mot, mais après, il faut être capable de le mettre en place. Et ça va être pareil pour cette équipe-là. L'idée, c'est qu'on a des utilisateurs. Ça va être les personnes qui vont être touchées par un process. Ça peut être les équipes, les managers, etc. Il faut en continu mesurer leur satisfaction et prendre leur feedback et améliorer en continu ce qu'on propose. Donc, en gros, le processus d'onboarding, encore une fois, c'est un exemple qui est relativement simple. C'est vraiment pas le cas le plus complexe. Mais il faut être capable de vraiment mesurer en continu comment est-ce qu'il est vécu et de l'améliorer en continu, de mettre à jour en continu le kit de votre pratique pour que tout le monde l'utilise bien. Alors, attends, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre PeopleOps et service qualité? Alors, complètement. Pascal, je ne sais pas dans quelle entreprise tu travailles, chez CTEC International, je ne connais pas. Dis-nous en plus sur comment ça fonctionne sur le service qualité de ton côté. Mais effectivement, il y a en fait déjà le département opération, souvent gérait ça. Mais il gérait plutôt les opérations d'un point de vue client. Donc, il gérait est-ce qu'on délivre mieux aux clients, est-ce que notre service de livraison est plus rapide, etc. Or, aujourd'hui, ce n'est pas les nouveaux clients, mais des nouveaux clients, ça va être les employés. Les entreprises qui considèrent leurs employés comme des clients, ou en tout cas qui pensent expérience comme ils le feraient pour des clients, ils vont faire la différence. Aujourd'hui, on mesure tout le temps l'expérience client, qu'est-ce que vous avez pensé de notre service, etc. On ne le mesure pas aussi souvent pour les employés et surtout, on ne met pas le même effort. Donc, en fait, notre approche, elle est relativement nouvelle, mais si on y pense, elle n'est pas non plus révolutionnaire. Il y a déjà des équipes qualité qui vraiment se disent « Ok, comment est-ce qu'on peut optimiser la qualité auprès de nos clients ?» Mais pour une entreprise de 1000, 2000, 3000 personnes, il faut absolument avoir des personnes qui vont optimiser l'expérience collaborateur. Et c'est un peu le même principe. En fait, ce qui est important, c'est que le mandat soit très clair. Et là, le service qualité, je ne sais pas, Pascal, s'il gère déjà l'expérience employée, mais tu peux nous le dire. C'est un peu le même concept. Et du coup, on vous montre un exemple de comment est-ce qu'on peut avoir une approche agile et centrée sur l'utilisateur. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans cette approche qui sont importants. Donc, comme on l'a vu, il faut être user-centric, travailler de manière itérative, ça veut dire avec des cycles courts, pas de se dire « Ok, dans 6 mois, notre process il va ressembler à ça. 6 mois plus tard, on le montre, on se rend compte qu'il n'est pas génial. » Non, on va plutôt montrer mois par mois ce qu'on a mis en place. Et du coup, les gens vont pouvoir nous donner des feedbacks petit à petit. Alors, dans cette approche-là, avec laquelle on travaille la plupart du temps avec nos clients, il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est en haut, vous voyez qu'il y a des sprints. Les sprints, en fait, ça nous force à nous cadencer sur un temps qui est court. Donc, un sprint, c'est entre 1 mois et 2 mois, en gros.
où on sait qu'à la fin, on va devoir proposer quelque chose. Ensuite, à la fin du sprint, vous voyez qu'il y a un démodé. Le démodé, c'est extrêmement important. C'est on va inviter les parties prenantes. Ça peut être la direction, les collaborateurs qui nous ont aidés à concevoir quelque chose, à une démonstration qui est plutôt sympa. C'est un moment vraiment agréable où on fait la démo, etc. Et où ils vont pouvoir nous partager des feedbacks. Ça, c'est important pour donner de la visibilité, créer du contenu sur lequel on va pouvoir communiquer après, et aussi pour embarquer la direction. Si on n'embarque pas la direction, bah, ils vont se réveiller 6 mois plus tard en disant mais qu'est-ce que c'est? Et le premier budget qui va sauter, ça va être le budget de cette équipe-là. Ce n'est pas le but. Et on enchaîne les sprints. Après, si on regarde c'est l'approche double diamant en fait, qui est directement inspirée du design thinking, on va commencer par comprendre les problèmes. Donc, on va faire des études utilisateurs comme un designer. On va aller voir les utilisateurs. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour trouver un nouveau job? Par exemple, tu travailles chez LVMH, tu as envie de travailler dans une autre entité, donc faire une mobilité de carrière. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais? En fait, on se rend compte potentiellement que les personnes, ils n'auront tellement pas de visibilité sur la mobilité de carrière qu'ils vont plutôt aller sur le site carrière classique, comme s'ils n'étaient pas chez LVMH, des différentes maisons, et ils vont postuler parce qu'ils ont plus de chances. Ok, bon, bah, on a compris qu'il y avait ce problème-là. Intéressant. Ou alors, on va voir les RH. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères la mobilité de carrière? Aujourd'hui, je le gère, je donne de la mobilité surtout à la dernière personne qui est venue dans mon bureau parce que je me souviens de lui et j'ai un tableau Excel. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça ne te plaît pas? Bah, non, ce n'est pas génial pour telle ou telle raison. Ok, donc on prend ces problèmes-là et après, on va designer des solutions. Donc, on va designer des nouveaux parcours et on va designer un prototype de ces solutions. Cette notion de prototype, elle est hyper importante parce que l'idée, ce n'est pas de directement se dire « Ah oui, ça va être génial, on va faire ça comme ça ». Puis en fait, encore une fois, de créer quelque chose qui ne va pas du tout marcher. On va créer un prototype, on va le montrer aux parties prenantes, ils vont pouvoir le tester. Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est moins clair? Et on affine par rapport à ça. Une fois qu'on a un prototype, on sent que c'est intéressant, on va pouvoir lancer un pilote auprès de quelques équipes, un département, etc. Et pareil, on va mesurer, on va arriver avec des KPI sur un temps relativement court. Et une fois qu'on a une version scalable, alors ça peut prendre 2 itérations, on n'est pas obligé de tomber sur la bonne version directement. On va pouvoir le déployer plus globalement. Ça, c'est une approche de gestion de projet. Après, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais qui va permettre vraiment d'être itératif, de brander son approche, d'être sûr d'arriver sur la bonne solution avant de déployer quelque chose. Voilà, alors il y a Pascal qui a répondu, non pas dédié, mais en lien avec l'optimisation des processus et des outils de manière générale. Bah, effectivement, du coup, c'est hyper intéressant. Et potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est dédié sur le SIRH dans une équipe PeopleOps. On a travaillé avec un grand groupe de conseil. Je ne peux pas forcément citer le nom. Et en fait, il y avait une équipe SI qui était loin, que personne ne voyait jamais en fait. Et du coup, l'équipe RH, quand elle a dû optimiser c'est Workday, c'est une solution SIRH que vous connaissez certainement. Mais en fait, le temps d'aller voir le SI qui nous répond, etc., bah, c'était hyper complexe. Ils ne se comprenaient pas, ils n'avaient pas spécialement envie de travailler ensemble, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une personne, à la limite, un vrai ingénieur SI, qui vient dans cette équipe PeopleOps, même si c'est pour un temps court, pourquoi pas, et qui va vraiment se dire, OK, je travaille avec cette équipe PeopleOps, je fais partie de leur équipe, et du coup, je vais leur ouvrir les portes du département SI. C'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et si Cécilia nous voyait, elle dirait que c'est important que ce soit même colocalisé. C'est-à-dire que si c'est une équipe pluridisciplinaire, mais qui ne se voit jamais, ils n'ont aucune relation, bah, ce n'est pas vraiment une équipe, en fait. Et du coup, le fait d'être ensemble, potentiellement dans le même bureau, en tout cas de savoir qu'on fait partie de la même équipe, bah, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir mieux travailler ensemble, qu'on a le même objectif, qu'on se comprend, qu'on va pouvoir aller plus vite. Ça, c'est un autre concept qui est aussi important. Donc Pascal, potentiellement, ce serait bien d'avoir une personne de l'équipe qualité qui est sensible à ces enjeux RH, qui est montrée dans cette nouvelle équipe PeopleOps, potentiellement. On est à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? On est prêt à y répondre, évidemment. Dites-nous ce que vous en avez pensé. J'en profite le temps que les gens tapent leurs questions s'ils ont envie. Petite chose. Alors, posez vos questions. Juste, il y a 2 petites slides pour finir.
Nous, ce qu'on a envie de partager, c'est que c'est une super opportunité pour les départements RH d'avoir un département RH renforcé. Donc, en tant que DRH, il va falloir aller négocier auprès de la direction d'avoir une personne en plus, ou voire 2 ou 3 personnes en plus qui vont être dédiées à l'optimisation des processus. Et si on arrive, ça va vraiment être un mandat RH renforcé. On va aider, ça va être plus simple pour les HRBP, ça va être plus simple pour les talent acquisition, parce que l'idée, c'est qu'on enlève tous les trucs qui nous disent ah oui, mais en fait, nos outils ne sont pas bien. Ou alors, ah oui, en fait, on me demande de faire ça, mais ce n'est pas possible, je suis sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment important. Sachant qu'en tant que HRBP, on peut aussi faire partie de la future équipe PeopleOps. Ça va permettre d'avoir des processus harmonisés et du coup de pouvoir mesurer l'expérience de manière harmonisée. On va travailler aussi avec un groupe où chacune des équipes est bordée différemment. Du coup, impossible de pouvoir mesurer la qualité de l'onboarding global. Et du coup, là, l'idée, c'était d'harmoniser un peu ces pratiques. Et c'est aussi une occasion pour tous les professionnels RH, mais pas que, ça peut être aussi des personnes qui ne viennent pas des RH, typiquement quelqu'un qui vient de la qualité, de se dire, OK, je vais avoir un nouveau mandat et potentiellement, je vais apprendre des nouvelles compétences, ne serait-ce que parce que je vais travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Je vais travailler avec des personnes qui ont été consultants avant, RH, recruteurs, peut-être des data analysts. Et ça va nous permettre de développer de nouvelles compétences. Et justement, si vous voulez développer ces compétences, si vous voulez en savoir plus sur le People Operation, avoir une vraie formation avec des cas pratiques, etc., on a créé une formation PeopleOps. Vous pouvez nous contacter directement, Héloïse ou moi, sur LinkedIn. Et si vous avez envie vraiment plutôt de travailler sur l'engagement, l'expérience employée dans votre entreprise, évidemment, vous pouvez aussi nous contacter. Ce sera un plaisir pour en parler.